À la une ce mardi, l'arrivée à Abidjan du président de la République de l'Inde, Pranab Mukherjee, entame une visite officielle de 48 heures depuis ce midi où il est arrivé à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Plusieurs accords entre la Côte d'Ivoire et l'Inde doivent être signés. Les consultations sur l'élaboration de la nouvelle constitution au cœur d'une rencontre hier entre le président de la République et les partis politiques membres du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP ont fait le point dans ce journal. L'actualité ce mardi, c'est aussi le début des examens scolaires et c'est le CEPE qui ouvre la série avec près de 420 000 élèves qui frappent à la porte du collège. La composition a eu lieu aujourd'hui dans 4 matières. La ministre de l'Éducation nationale s'est rendue dans quelques centres de composition à Bouna, notamment dans le nord-est du pays. Et puis, à l'étranger, la justice guinéenne a prononcé hier 2 peines de prison ferme contre un membre de la coordination nationale de lutte contre Ebola et un employé du ministère de la Santé. Tous les deux sont accusés d'avoir détourné environ 40 millions de francs CFA des fonds destinés à la lutte contre le virus Ebola dans le pays. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord, ce mardi, l'arrivée à Abidjan du président de la République de l'Inde, Pranab Mukherjee, entame une visite officielle de 48 heures depuis ce midi où il est arrivé à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il a été accueilli par son homologue ivoirien, Alassane Ouattara. Le récit de Viviane Haïma. La République de l'Inde veut intensifier ses relations avec la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'avait déclaré le nouvel ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, son Excellence Raghutahali Ravindra, lors de la présentation il y a moins d'1 mois de ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Cet objectif annoncé du gouvernement indien est en train de se matérialiser par cette visite officielle en Côte d'Ivoire ce mardi 14 juin du président de la République de ce pays, son Excellence Pranab Mukherjee. Arrivé aux environs de 12h45 à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Il a été accueilli par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Depuis l'établissement des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et l'Inde en novembre 1962, c'est la première fois qu'une personnalité indienne de si haut rang visite la Côte d'Ivoire. Auparavant, il y a eu des visites en Côte d'Ivoire de délégations ministérielles ainsi que diverses missions économiques. Le choix de la Côte d'Ivoire au cours de cette tournée africaine du président de la République de l'Inde, Pranab Mukherjee, peut être mis à l'actif des efforts du président de la République Alassane Ouattara, qui ont permis de repositionner la Côte d'Ivoire au plan international et la rendre désormais plus attractive au plan économique. Il est incontestable que cette visite officielle du président de la République indienne va renforcer la coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire. Malgré la pluie incessante depuis les premières heures de la matinée, hormis la présence des personnalités officielles, le peuple ivoirien dans son ensemble était aussi représenté dans la cour du pavillon présidentiel à travers ses chefs coutumiers, ses autorités religieuses et divers groupes de personnes pour souhaiter Akwaaba à l'illustre hôte de la Côte d'Ivoire. Pranab Mukherjee est le premier président indien à fouler le sol ivoirien pour une visite officielle. L'hôte de la Côte d'Ivoire a eu droit à un accueil à l'ivoirienne assez enthousiaste. Malgré la pluie, le chef de l'État indien a eu droit à un bain de foule, comme nous le montrent Mahama Traoré et Abiba Dambélé Sawé. Le pont Charles de Gaulle aux couleurs nationales. Rassurez-vous, nous ne sommes pas le 7 août, jour de célébration de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. L'événement ce mardi 14 juin, c'est l'arrivée à Abidjan du président de la République de l'Inde, Pranab Mukherjee. Un pays dont les couleurs du drapeau sont presque identiques à celles de la Côte d'Ivoire. Comme en pareille circonstance, les Abidjanais se sont massivement rendus au pavillon présidentiel de l'aéroport international d'Abidjan pour accueillir l'hôte de marque. Et cela malgré les conditions pluviales. L'enceinte aéroportuaire a même eu droit à une ambiance surchauffée. Preuve qu'il en fallait plus pour décourager les nombreux venus. Au-delà de la manifestation de l'hospitalité ivoirienne, bien de raisons ont motivé cette mobilisation.
l'Inde, c'est un pays de 2,2 milliards d'habitants. Le deuxième pays le plus peuplé, voilà, après la Chine. C'est un pays industrialisé. Et la Côte d'Ivoire a noué ses relations avec l'Inde depuis fort longtemps. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Avec le président Alassane, c'est le renforcement, voilà, de cette coopération. Je sais que en matière de produits cosmétiques, ils sont vraiment forts. Et puis, ils sont beaucoup attachés à la culture, à leur tradition. Et puis, on regarde beaucoup leurs films, comme Saloni, Vaidei. L'ambiance sera maintenue jusqu'à l'arrivée de l'hôte de marque. Elle va même monter d'un cran à la sortie des deux présidents du salon d'honneur. Après quoi, on peut regagner chez soi avec le sentiment du devoir accompli. Ce séjour ivoirien de Prana Mukherjee vient marquer un tournant important dans la coopération que l'Inde et la Côte d'Ivoire entretiennent. Des relations vieilles de 54 ans. C'est ce qui explique d'ailleurs les échanges commerciaux importants entre les deux pays. Cet après-midi, les deux présidents ont eu un tête-à-tête avant de signer plusieurs accords de partenariat. Les précisions de Jérôme Kofi Abolin. L'Inde et la Côte d'Ivoire, deux pays décidés à ne pas être l'un sans l'autre en matière de développement. En témoigne la cérémonie de signature d'accords de coopération bilatérale ce mardi 14 juin 2016 au palais présidentiel à la faveur de la visite officielle de 48 heures du président indien en Côte d'Ivoire. Il s'agit précisément d'accords de siège en faveur de la représentation de la Banque indienne d'export-import Exim Bank India en Côte d'Ivoire. Outre cette cérémonie de signature, il y a eu l'entretien en tête-à-tête entre les deux présidents élargi aux différentes délégations. Ce qui a constitué sans plus ni moins l'occasion pour les présidents indiens et ivoiriens d'accorder leur violon sur l'essentiel, c'est-à-dire leur engagement à œuvrer au renforcement des relations entre les deux pays. D'autres images du président de l'Inde, Pranab Mukherjee, qui s'est prêté aux questions de la RTI. Il est revenu sur les relations de coopération existantes entre l'Inde et la Côte d'Ivoire, ainsi que les perspectives. Selon Pranab Mukherjee, sa visite en Côte d'Ivoire est un signal fort en ce sens que l'Inde entend approfondir ses relations avec la Côte d'Ivoire dans tous les domaines, notamment dans le domaine des technologies et en matière d'échanges commerciaux. Aussi, toutes les dispositions sont en passe d'être prises par le gouvernement indien pour booster les investissements de l'Inde en Côte d'Ivoire. Le président indien a annoncé que son pays s'activait à accompagner la Côte d'Ivoire dans sa quête de l'émergence, l'Inde étant déjà dans le cercle des pays dits émergents. Une interview réalisée par Bro Abka Pascal, vous le voyez sur ces images, à suivre demain à 20h50 sur RTI 1. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur la visite du président indien en Côte d'Ivoire, arrivé ce mardi pour un séjour de 48 heures. Autre actualité, toujours au palais présidentiel, la suite des échanges et consultations autour de l'élaboration de la nouvelle constitution ivoirienne, sujet sur la table des discussions hier entre le président de la République et les partis politiques membres du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. On fait le point avec Awa Touré. Après les rencontres successives la semaine dernière avec les partis politiques de l'opposition, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, ainsi que les guides religieux, la société civile et les associations de jeunes et de femmes, le président de la République Alassane Ouattara a échangé avec les partis politiques membres du RHDP, coalition au pouvoir. Le PDCI-RDA, conduit par son secrétaire exécutif Maurice Kakugikawe, le RDR, avec à sa tête son secrétaire général par intérim Amadou Soumaoro, l'UDPCI, représenté par son président Mabri Touakes, le MFA, amené par son président Anzoumana Montaye, et l'UPC, conduit aussi par son président Nyamia Kona. Tous ces partis membres du RHDP et représentés au plus haut niveau ont marqué leur adhésion au projet de nouvelle constitution proposé par le président de la République qui leur a indiqué au cours de cette rencontre les grandes orientations qui doivent guider les travaux du comité d'experts. J'ai entrepris une série de consultations dans le cadre de ma proposition de mettre en place une constitution pour la Troisième République. Auparavant, je m'étais rendu à Daoukro pour rencontrer le président Bédié. Puis j'ai rencontré les présidents des partis membres du RHDP et j'avais indiqué à chacune de ces occasions les grandes orientations que je souhaitais présenter
et recueillir les avis, les recommandations, pour nous permettre d'avoir une constitution consensuelle. C'est important de continuer ce processus avec les partis membres du RHDP, même si j'ai déjà rencontré les principaux responsables, pour que nous puissions aller plus au fond des éléments que je souhaite porter à votre connaissance et recueillir vos observations. C'est un exercice important à ce stade-ci, après les rencontres que j'ai eues et que sans doute vous avez suivies dans la presse écrite, dans la presse télévisée, concernant cette question de la Constitution. De prime abord, je voudrais dire que la situation d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celle de 2000. Je l'ai indiqué à la société civile, en 2000, nous n'avions pas d'institution, puisque la Constitution a été rédigée après un coup d'État qui avait dissous toutes les institutions de la République, et il fallait effectivement une constituante. Mais aujourd'hui, nous avons une Assemblée nationale élue démocratiquement, et la procédure que j'envisage, c'est qu'après toutes ces consultations, le comité d'experts que j'ai mis en place recevra toutes les propositions faites par les uns et les autres, nous donnera au niveau du gouvernement un projet de constitution, et le Conseil des ministres, après donc l'examen et l'adoption de ce document, pourra l'envoyer à l'Assemblée nationale. Au terme du processus d'élaboration, le projet de constitution va être soumis à référendum. Un référendum qui devrait être organisé en septembre ou octobre 2016 pour être conforme à la Constitution qui prévoit l'organisation des législatives pour la fin du mois de novembre 2016. Les responsables des partis politiques membres du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, dans leur ensemble, approuvent l'idée d'une éventuelle nouvelle constitution. Quelques réactions recueillies au terme de l'entretien avec le chef de l'État, toujours au micro d'Awa Touré. La Côte d'Ivoire a besoin de rentrer dans cette troisième république qui doit s'inspirer donc de nos conflits passés, mais aussi prendre acte définitivement de nos points de consensus, notamment dans le cadre des accords de Marcoussis. Et c'est tout cela qui va faire l'objet donc de la proposition écrite que nous ferons parvenir au président de la République. Pour ce qui nous concerne, nous pensons qu'il y a des avancées dans ce projet de texte. Nous avons suggéré au chef de l'État de faire en sorte que cette constitution soit consensuelle et qu'elle soit débarrassée de tout ce qui est dispositions conflictuelles et faire en sorte aussi que les accords internationaux soient respectés, notamment les accords de Marcoussis, tout ce qui a été décidé soit pris en compte dans la réforme constitutionnelle. Non, le PDCI soutient la démarche, adhère aux grandes lignes proposées par le président, d'autant plus que suivant l'actualité politique, vous savez très bien que la vice-présidence fait partie des résolutions du dernier congrès du PDCI RDA tenu en octobre 2013. Le Sénat, en 1998, le PDCI l'avait déjà proposé. La modification de l'article 35 pour le PDCI, c'est déjà fait parce qu'à Marcoussis, c'est le seul article qui a été écrit, adopté de façon consensuelle. Donc le PDCI demande qu'on réécrive exactement dans la nouvelle constitution ce qui a été écrit à Marcoussis. Maintenant, le genre féminin, il faut faire la promotion. L'école obligatoire, c'est important, payer ses impôts, c'est important. Et nous pensons que cette constitution, les idées du président vont amener la Côte d'Ivoire à être un pays démocratique et moderne, où il y a la paix, la démocratie, la séparation des pouvoirs, les libertés publiques. Mais cependant, il y a des grandes idées, mais il y a la façon de les articuler. Donc le PDC a dit qu'il attendait un peu la rédaction, le texte du comité des experts, et il allait donner ses positions définitives. Mais pour l'heure, nous sommes d'accord avec les grandes innovations proposées par le président de la République. Pendant ces échanges, le président nous a fait partager sa vision d'une Côte d'Ivoire qu'il veut moderne, qu'il veut stable, qu'il veut un pays de paix, mais aussi qu'il veut un pays leader. Et nous avons, en ce qui nous concerne,
informé le président de nos préoccupations. S'agissant par exemple des postes de vice-président, le président nous a donné sa vision que nous partageons parfaitement parce que ceci permettra naturellement de gérer avec efficacité l'intérim et la vacance du pouvoir. Et puis, deuxièmement, nous avons souscrit au fait que la création de ce poste de vice-présidence ne soit pas incompatible avec le maintien du poste de Premier ministre, puisqu'il s'agira d'organiser, de continuer, de coordonner l'action gouvernementale, le vice-président devant aider le président dans la gestion de la politique de la nation. Donc le RHDP s'est senti honoré et a donné l'assurance au président qu'il le soutiendra et qu'il l'accompagnera dans cette mission salvatrice. Je vous le disais en titre, fini l'année scolaire, place aux examens et c'est le CEPE, le certificat d'études primaires élémentaires qui ouvre à la série avec près de 420 000 élèves qui frappent à la porte du collège. La composition a eu lieu aujourd'hui dans 4 matières, l'exploitation de textes, l'éveil du milieu, l'orthographe et les mathématiques. L'une de nos équipes a suivi les traces de la ministre de l'Éducation nationale qui s'est rendue à l'intérieur du pays, précisément à Bouna, dans le nord-est du pays. Le compte-rendu d'Herman Yamien. 3078 candidats à l'assaut du CEPE à Bouna. Ces candidats issus des différents établissements scolaires de la commune et des villages environnants composent pour la première fois pour l'obtention d'un diplôme scolaire. Les visages crispés, mais ils se disent confiants. J'ai fait le sujet de l'exploitation des tests. Ça parle de l'enfant de la rue. Je pense que je peux avoir ma moyenne parce que je connais un peu. Plus d'1 million de candidats composent pour l'obtention du CEPE en Côte d'Ivoire. Et pour le lancement des examens à grand tirage session 2016, c'est Bouna, le chef-lieu de la région du Bunkani, qui a été choisi. Nous sommes à Bouna pour 2 raisons. La première, il y a quelques semaines de cela, cette région a connu des moments difficiles. La deuxième raison, la région du Bunkani faisait partie des régions qui avaient un faible taux de scolarisation. Depuis quelques années, nous avons des résultats satisfaisants. Kandia Kamara a donc sillonné les 4 centres de composition de la commune. Outre les candidats officiels, l'on a pu remarquer la présence de candidats libres issus des centres d'alphabétisation, comme ce monsieur et son épouse venus composer. Bon, avec les encouragements du président de la République, qui a même demandé aux hommes âgés, aux femmes âgées, de faire l'alphabétisation. Et pourquoi moi qui ai fait les bancs, il y a peut-être 25 ans de cela aujourd'hui, pourquoi ne pas essayer d'obtenir le CEPE et peut-être Dieu m'ouvrira les portes pour l'avenir, pour un bon futur. Il y a même mon fils qui compose aujourd'hui même à Téini. Le courage de ce couple est salué par la ministre de l'Éducation nationale qui encourage d'autres personnes à leur emboîter le pas. Comme il est de coutume à l'entame des examens scolaires, la ministre de l'Éducation nationale a remis des véhicules neufs à certains de ses collaborateurs pour mener à bien leur mission. Ainsi, le directeur régional de l'éducation nationale de Bouna et les inspecteurs des IEP de Transua et Kwasi Datekro ont reçu chacun un véhicule. Ce sont en tout 24 véhicules d'un coût global de 634 millions de francs CFA qui seront remis à certains directeurs régionaux et inspecteurs de l'enseignement primaire. L'étape de Bouna terminée, la ministre de l'Éducation nationale s'est rendue également à Bondoukou où elle a visité quelques centres de composition. Ici à Abidjan également, nos équipes se sont rendues dans des centres d'examen pour constater l'effectivité de la tenue de l'examen. On fait le point avec Koné Pargassoro. Centre d'examen du CEPE avenue de Côte d'Ivoire à Marcory. Il est environ 7h45. Les surveillants reçoivent les dernières consignes avant le démarrage des épreuves. Malgré la forte pluie, chef de centre, superviseur, candidats sont présents. Après vérification de l'enveloppe bien scellée par un élève, le chef de centre procède à son ouverture, suivi de la distribution des épreuves. Il encourage et exhorte les candidats au travail. J'encourage tous les enfants qui bravent même cette pluie et qui aujourd'hui sont assis devant les épreuves. Je crois que leur lendemain dépend d'aujourd'hui. Au groupe scolaire Mputo de Cocody, le constat est le même. Candidats, surveillants, chefs de centre, tous sont présents. Aucun incident majeur n'est déclaré. Nous avons commencé à 8 h la première épreuve. Il faut noter qu'elle se déroule très bien parce que les enfants sont arrivés très tôt. Seulement, nous avons noté l'absence de 2 candidats. Nous espérons que ces candidats-là seront là. Concernant les premières épreuves, les candidats sont confiants.
Les enseignants, eux, les trouvent abordables. C'est des choses qu'on a fait en classe. Donc, il n'y a rien de nouveau. Voilà, pourvu qu'ils lisent silencieusement les consignes, ils vont s'en sortir. Nous composons dans l'exploitation des tests. Je pense que je peux m'en sortir. Ce que le maître m'a montré en classe, c'est ça. J'ai retenu et puis je suis en train de traiter les épreuves. Cette année, 419 591 candidats, dont 186 443 filles, composent dans 4 matières. L'exploitation des textes, l'éveil du milieu, l'orthographe et les mathématiques. D'autres échos du CEPE, cette fois à Bouaké dans le centre et à Dabakala dans le nord. C'est avec Kader Sogodogo. École primaire publique Dar es Salaam 1 de Bouaké. Les épreuves du CEPE et de l'entrée en 6e 2016 viennent d'arriver et la sonnerie qui retentit annonce le début des choses sérieuses. Dans la salle chez les candidats, la sérénité est de mise. Comme chaque année, le début des épreuves est marqué par un cérémonial bien connu. Dans la région de Béké, ils sont 20 236 candidats issus de 10 inspections de l'enseignement primaire repartis dans 80 centres d'examen qui espèrent enfiler le pantalon du collégien la rentrée prochaine. Examen du CPE et concours d'entrée en 6e session 2016. École primaire publique, hôpital de Dabakala. Ici, 189 candidats, dont 76 filles, négocient la suite de leur carrière scolaire. L'examen a débuté à 8 heures par l'exploitation des tests. Les autorités administratives et sécuritaires de la commune sont présentes pour se rassurer de la bonne tenue de ces épreuves, mais aussi pour encourager les écoliers. Aucun incident n'a été signalé. Les consignes sont claires. Les parents d'élèves ne doivent pas être présents dans le centre d'examen. Les candidats sont invités à se départir de toute idée de fraude ou de tentative de tricherie sous peine d'être sanctionnés. La commune de Dabakala compte 12 centres de composition regroupant 2320 candidats, dont 988 filles. L'examen du CEPE a enregistré ce mardi près de 420 000 candidats sur l'ensemble du territoire national. Parmi eux, 186 443 filles, des jeunes filles qui ont de la chance quand on sait que dans certaines régions, l'école semble être faite pour les garçons. C'est le cas de Bongouanou, par exemple, où les petits garçons sont privilégiés. Seulement 27% de filles sont scolarisées. Les acteurs du système éducatif sensibilisent donc sur place les parents sur l'importance de la scolarisation de la petite fille. Un sujet de Soro Corona et Kwadjo Kwame. La Côte d'Ivoire et ses partenaires déploient de nombreux efforts pour accroître la capacité des établissements scolaires. Des efforts pour donner la chance à tous les enfants d'avoir accès à l'éducation. Efforts souvent infructueux. Le sexe féminin, connu pour être une victime innocente de certaines pratiques révolues. La non-scolarisation donc de la petite fille est toujours d'actualité dans le pays. Hélas, selon les données de l'UNICEF, de 2010 à 2014, 24,6% des filles accèdent à l'enseignement secondaire contre 33,1% des garçons. À Bouandougou, dans la région du Béret, les pesanteurs culturelles et religieuses, la pauvreté et l'exode rural défavorisent toujours la petite fille en matière de scolarisation. Elles sont choisies pour les tâches ménagères. Il n'y a pas suffisamment de jeunes filles au collège moderne de Bouandougou. Sur 711 élèves inscrits au titre de l'année scolaire 2015-2016, on compte seulement 201 filles, soit 27% de l'effectif. Nous les encourageons par des prix, nous les sensibilisons sur les dangers de la grossesse en milieu scolaire. Cette distinction, qui est la récompense de la gente féminine, galvanise les jeunes filles à convaincre les parents à investir dans leur scolarisation. Nous demandons aux parents de ne pas laisser les filles à la maison et de ne pas envoyer seulement que les garçons à l'école, mais aussi les filles. La politique de l'école gratuite, initiée depuis 2011 par le président de la République, fait son petit bonhomme de chemin dans cette localité. Si c'est toi qui devais tout prendre en charge, peut-être tu pouvais ne pas envoyer d'autres à l'école parce que tu n'as pas assez de moyens. Mais aujourd'hui, avec la gratuité de l'école, ça fait que les parents ont le courage d'envoyer les filles à l'école. La saine émulation entre les filles, la politique de l'école gratuite et obligatoire pourront contribuer à éradiquer ce phénomène qui a trop duré. Fléau qui plombe également l'élan d'émancipation de la femme en Côte d'Ivoire. Vivant plus de filles à l'école à Bouandougou. Aujourd'hui, 14 juin, commémorer la journée mondiale des donneurs de sang.
Elle vise à rendre hommage à tous ceux qui ont permis de sauver ou d'améliorer la vie de millions de patients en donnant régulièrement leur sang. C'est aussi l'occasion de sensibiliser à la nécessité du don du liquide précieux. Ici en Côte d'Ivoire, il faut 250 000 poches de sang pour être autosuffisant. Actuellement, le pays ne produit que 155 000 poches, d'où un déficit. Alors, le Centre national de transfusion sanguine exhorte la population à donner son sang pour sauver des vies. Le reportage d'Ami Sissoko. Trècheville, Centre national de transfusion sanguine. Tôt ce matin, Désiré et Adeline sont venus donner de leur sang, ce liquide précieux à la survie de certains malades. J'ai eu un camarade qui a manqué le sang. Aux environs de 22 heures, on a couru dans tous les CHU. On dit qu'il faut forcément donner le sang. Bon, il n'y avait pas son correspondant de sang. Donc, c'est ce qui m'a poussé à donner mon sang. J'ai commencé à donner le sang maintenant parce que vraiment, j'ai vu des enfants, des malades souffrir dans les hôpitaux. Je fais le don pour sauver des vies. Pour multiplier ce geste salvateur, des campagnes de sensibilisation sont menées. Malgré tout, de nombreuses vies restent encore à sauver, tout simplement parce que le sang donné s'avère insuffisant. On a pu avoir une poche, on dit, sang concentré. C'est du moyen total, donc on a pu avoir le concentré. Le concentré est fini et depuis là, on demande encore des poches de sang. Jusqu'à présent, on n'a pas encore de sang. Par jour, on peut... Ça dépend, mais minimum 25, mais on peut aller jusqu'à 50, 60. Aujourd'hui, actuellement, je suis à une dizaine de poches. Les besoins en sang en Côte d'Ivoire sont évalués à 250 000 poches par an. Actuellement, le sang donné est de 155 000, donc un déficit de 95 000 poches. Aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire a gagné la bataille du sang propre, ce qu'on appelle le sang sécurisé, il n'en est pas de même pour l'autosuffisance en produits sanguins, malheureusement. Pour qu'un pays soit autosuffisant en produits sanguins, il faut que 1 à 3% de sa population donne du sang. Afin de lutter contre la pénurie de sang, l'OMS exhorte les pays à la mise en place d'un plan d'activité en vue d'avoir du sang sécurisé en permanence et renforcer la sensibilisation sur le don du sang. D'où l'instauration de la Journée mondiale du don de sang ou Journée mondiale des donneurs de sang. Elle est célébrée le 14 juin. Et la thématique de cette année se penche sur le sang, un lien universel. 60 à 70% de la production nationale du sang viennent des jeunes de 18 à 35 ans. Aujourd'hui, ceux-là vont aller en vacances. La Côte d'Ivoire a besoin de sang. Le sang manque en Côte d'Ivoire parce que les populations ne sont pas mobilisées. Il faut que désormais nous nous levions comme un seul homme pour attaquer nos banques de sang afin qu'elles soient suffisamment approvisionnées en sang pour que demain, personne ne perde la vie parce que nous avons été indifférents. Malgré le progrès de la médecine, le sang n'a pas encore trouvé de substitut, d'où l'intérêt de donner son sang pour sauver des vies. Et sachez qu'il n'est plus possible d'acheter directement des poches de sang au Centre national de transfusion sanguine CNTS. C'est une décision du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Désormais, ce sont les structures de santé qui s'occupent du transport du sang. Pour en savoir davantage, notre reporter Ami Sissoko a rencontré le directeur du Centre national de transfusion sanguine. Vous l'entendrez certainement dans nos prochaines éditions. À l'étranger, la justice guinéenne a prononcé hier 2 peines de prison ferme de 5 ans et 18 mois contre un membre de la coordination nationale de lutte contre Ebola et un employé du ministère de la Santé. Tous les deux sont accusés d'avoir détourné environ 40 millions de francs CFA des fonds destinés à la lutte contre le virus Ebola dans le pays. Une partie des fonds liés au virus Ebola en Guinée a-t-elle été illégalement gérée par la Coordination nationale de lutte contre l'épidémie? L'accusation d'un détournement de fonds est fondée et tranchée par la justice guinéenne. 18 mois et 5 ans de prison ferme requis respectivement contre un membre de cette coordination, principal accusé et un employé du ministère de la Santé. Cette décision du procureur fait suite à la plainte déposée par la Fédération des guérisseurs traditionnels de Guinée contre la coordination en 2015. 529 millions de francs guinéens, soit environ 40 millions de francs CFA. C'est la somme qui avait été octroyée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour former les tradipraticiens sur les dangers liés au virus Ebola. Mais le projet n'a ni vu le jour, ni laissé de traces des fonds. La défense, face à cette accusation de détournement, soutient qu'aucun représentant de l'OMS n'a été entendu. Pourtant, c'est la seule institution capable de fournir les factures et justifier le financement. À l'instar de la Guinée, la Sierra Leone est aussi indexée dans un rapport d'audit qui révèle que plusieurs millions de dollars destinés à la lutte anti-Ebola ont été dépensés dans le flou total.
En France, un homme a tué à l'arme blanche hier un commandant de police et sa compagne à Magnanville lors d'une attaque revendiquée par le groupe État islamique. Selon François Hollande, c'est un acte incontestablement terroriste. Son auteur avait lui-même voulu que son acte puisse être reconnu comme terroriste et l'organisation dont il se réclamait elle aussi revendiquait l'acte. L'auteur en question répondrait au nom de Larossi Abala, qui a dit aux négociateurs du raid avoir prêté allégeance à Daesh 3 semaines avant son acte. Et pour terminer, je rappelle ce qui fait la une de l'actualité ce mardi ici en Côte d'Ivoire, l'arrivée à Abidjan du président de la République de l'Inde, Pranab Mukherjee, entame une visite officielle de 48 heures depuis ce midi où il est arrivé à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Plusieurs accords entre la Côte d'Ivoire et l'Inde doivent être signés. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI1.